Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là, présent devant vous. Donc je vais vous parler donc de la cuisine française, de son histoire. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde entier, la cuisine française est considérée encore comme une référence, mais on a tendance à oublier qu'une cuisine, c'est des phénomènes culturels, sociaux, économiques, voire politiques, et qu'une cuisine a une histoire, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, mais la cuisine française a une histoire particulière, puisqu'à un moment donné, elle va devenir une référence et elle va devenir un modèle, et elle est aujourd'hui encore un modèle. Alors, mon propos va commencer avec les premiers recueils de recettes de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la nouvelle cuisine des années 70-80 du XXe siècle. Et on se rend compte que la cuisine et la gastronomie française vont acquérir une renommée internationale tout en devenant une part importante de notre identité. C'est ça qui est fort intéressant avec cette cuisine française et cette histoire, c'est que non seulement la cuisine française fait partie de notre identité, l'identité des Français et de l'identité de ce pays, mais en même temps, cette cuisine s'est diffusée dans le monde entier. Ce succès découle en fait d'un long processus historique durant lequel les professionnels de bouche surent transformer la cuisine en un véritable métier où l'art culinaire, ou au service de l'art culinaire, et où chaque époque apporte innovation et créativité. La grande différence avec d'autres cuisines, je vais le dire dès maintenant, si vous comparez par exemple avec la cuisine italienne, voisins proches, la cuisine italienne est une grande cuisine aussi. La grande différence, c'est que la cuisine française, c'est d'abord et avant tout construite dans le monde professionnel et pour les élites. Alors que si vous regardez la cuisine italienne, certes, il y a une grande cuisine en Italie, mais qu'est-ce qui s'est diffusé un peu partout dans le monde entier avec la cuisine italienne? C'est plutôt une cuisine populaire. C'est la pizza et les pâtes. Donc c'est là qu'on voit la grande différence. Autre grande différence aussi, c'est que la France s'est très vite construite sur un système centralisateur avec une capitale forte, Paris. Alors que si vous comparez avec les pays voisins comme l'Allemagne ou l'Italie, ça a longtemps été, durant plusieurs siècles, des États entre guillemets étaient constitués de cités-États ou de régions étatiques. C'est toute la différence avec ce pays. Et le centralisme à la parisienne et le centralisme à la française va jouer un rôle extrêmement important dans l'évolution de la cuisine française. C'est ainsi pas un hasard si l'UNESCO va reconnaître en 2010 le repas gastronomique des Français. Alors le repas est un sens beaucoup plus large par rapport à la notion de cuisine, comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Car au-delà du repas, cette inscription couronne en fait des savoir-faire et des savoirs qui vont se transmettre ou qui se sont transmis depuis des siècles. Mais la transmission, elle continue encore aujourd'hui. Et c'est la continuité d'une culture culinaire et gastronomique qui se poursuit encore aujourd'hui. En 1814, le chef restaurateur Antoine Beauvillier écrivait dans son ouvrage L'art du cuisinier, je cite, « La cuisine, simple dans son origine, raffinée de siècle en siècle, est devenue un art difficile. C'est d'une certaine façon de cet art difficile dont je vais parler aujourd'hui, en développant mon propos en trois parties. D'abord, la naissance d'une tradition culinaire, ensuite, une hégémonie française, et pour terminer, vers le progrès culinaire. Et vous verrez que ce qu'on appelle cuisine française, selon les époques, c'est plus complexe qu'on ne le pense, et puis que cette cuisine, elle ne cesse d'évoluer. Elle n'a jamais été figée. Elle est en constante évolution, d'où sa réussite et son succès d'une certaine façon. Alors on va commencer avec le Moyen-Âge. Il faut se rendre compte que c'est au tournant du XIIIe et du XIVe siècle qu'apparaissent les premiers traités culinaires en langue française. J'insiste bien en langue française, puisqu'on a déjà des traités en latin un peu en amont, précédemment, mais le fait de retenir des traités culinaires, donc des recueils de recettes en langue vernaculaire, ça indique déjà quelque part une forme d'identité. C'est la mise à l'écrit d'une tradition orale. Ça ne veut pas dire que la cuisine n'existait pas avant. La cuisine, elle existe avec les premiers hommes, et elle s'est accentuée avec la domestication du feu. Donc, à partir du moment où on se met à coucher ou à écrire des recettes, c'est révélateur d'une identité, d'une culture qui se met en place. Donc c'est la mise à l'écrit d'une tradition orale, d'un savoir-faire du geste et de la parole, d'une cuisine qui s'élabore avant tout chez les élites. Ils servent souvent, ces traités culinaires, de mémentos. Donc d'abord et avant tout, ces traités ne sont pas destinés à un public
disons, de lecteur, comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui quand on achète un livre de cuisine. Ce sont des mementos, c'est-à-dire des traités qui sont destinés aux professionnels de la cuisine, aux professionnels de bouche. Les recettes sont généralement extrêmement brèves, sans temps de cuisson, ni proportion d'ingrédients. Et ça va durer durant des siècles. Il va falloir attendre le 19e siècle pour qu'on ait des premiers grammages dans les livres de cuisine. Au fur et à mesure que l'on codifie les recettes, celles-ci deviennent plus précises et attirent l'attention du public, non spécialisé dans le domaine professionnel. Progressivement, les livres de cuisine vont s'ouvrir à un large public. Le traité culinaire le plus célèbre du Moyen-Âge, c'est celui que l'on appelle le viandier. Il y a le mot viande à l'intérieur. Viande, à l'origine, au Moyen-Âge, ça ne correspondait pas nécessairement qu'à la chair, à la viande, ce qu'on appelle aujourd'hui. La viande au Moyen-Âge, c'était tout produit solide. Donc, dans une préparation médiévale du poisson, la partie solide était considérée comme une viande. La chair, donc je dis chair pour éviter de répéter le mot, était considérée comme une viande. Donc, d'où le nom viandier. Et dans ce viandier, on a de très nombreuses recettes. Là, vous avez le cuisinier taïwan vers 1495-1496, édité à Lyon. C'est un ouvrage imprimé. Les premiers viandiers sont des manuscrits. On connaît au moins 6 manuscrits aujourd'hui et c'est un véritable best-seller. Il sera imprimé à partir de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Il est attribué à un personnage qui s'appelle Guillaume Tirel, dit Taïwan, que des rois Charles V et des rois Charles VI. Donc là, on est dans tout le XIVe siècle, puisque Charles V a été roi de France de 1364 à 1380. Quand on regarde ces recueils de recettes, l'organisation de ces traités suit en fait une double logique. Celle d'un classement qui suit l'articulation du repas aristocratique autour des potages, des rôts et des entremets, et celle des jours gras à viande et des jours maigres à poisson, avec la subdivision concernant les poissons d'eau douce et de mer de forme ronde ou plate. N'oublions pas qu'à cette époque, donc, l'Église recommandait, disons, c'était une prescription obligatoire, recommandait certains jours sans viande. Si on reste sur la région parisienne, c'était le mercredi, le vendredi et le samedi. Et puis il y avait la période de carême, et puis il y avait toutes les grandes fêtes, l'éveil des grandes fêtes religieuses, où il était interdit de consommer de la viande et des matières grasses animales. Donc les livres de cuisine sont organisés de cette manière. Des recettes pour les jours à poisson, les jours maigres, et des recettes qu'on peut consommer les jours à viande, les jours à chair. Autre recueil extrêmement important de l'époque, c'est le Ménager de Paris, le Mesnager de Paris. Donc là, vous avez la couverture du poche que l'on peut trouver encore aujourd'hui, puisque c'est un ouvrage qui est toujours édité dans la collection gothique, si je me souviens bien. Vous avez dans cette collection gothique la version en vieux français et la version en français moderne. Donc vous pouvez aller à la FNAC et le trouver sans problème. Ce livre n'est pas vraiment un livre de cuisine. C'est d'abord et avant tout un traité d'économie domestique rédigé vers 1393 par un bourgeois parisien qui avait déjà un certain âge, mais qui s'est marié avec une très jeune femme. Donc ce monsieur qui prévoyait sa disparition avant sa jeune femme a souhaité écrire cet ouvrage à son adresse pour lui expliquer d'une certaine façon comment gérer la maison lorsqu'il disparaîtra. Et donc cet ouvrage mêle l'instruction religieuse, morale, les conseils pratiques pour bien tenir une maison et pas moins de 400 recettes. C'est ça qui est important pour moi, bien sûr, ce sont les recettes qui sont inscrites dans ce manuscrit. L'intention pédagogique de l'œuvre explique que les recettes sont extrêmement détaillées et qu'on a des considérations d'ordre général, et on a des informations sur le choix et l'approvisionnement des aliments, sur les astuces de cuisine ou encore sur l'explication des termes culinaires. À la différence du viandier, le viandier est rédigé ou est attribué à un grand chef de cuisine. Guillaume Tirel, c'est un chef extrêmement médiatique à l'époque, à tel point qu'au siècle suivant, François Villon citera Taïwan dans ses poèmes. Mais l'auteur du Ménager de Paris, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui c'est, on sait que c'est un haut bourgeois à Paris à ce moment-là, n'est pas un cuisinier. Mais pourtant, il écrit des recettes de cuisine. Comment fait-il ? Il a regardé les traités de son époque, il a récupéré les recettes dans les différents viandiers, et puis il les a retranscrits, mais en y ajoutant des informations
parce que lui-même n'est pas cuisinier, mais surtout, sa jeune épouse ne sait pas cuisiner. On cuisine pour elle jusqu'à présent. Donc ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a plein de petites astuces culinaires de cette époque, et ça nous montre bien déjà qu'on a une cuisine extrêmement développée. L'apparition de ces recueils de recettes confirme donc quoi ? Un intérêt certain déjà pour l'art culinaire. Il faut s'enlever de l'esprit cette image négative qu'on nous montre encore aujourd'hui du Moyen-Âge, où ces personnages du Moyen-Âge mangeraient comme des goinfres, mais des plats en sauce qui ne seraient pas bons, etc., etc. Non, il y a une véritable culture culinaire qui s'est développée déjà à la fin du Moyen-Âge. Ces traités, une source extrêmement importante à la compréhension de la cuisine médiévale. Car lire des recettes, c'est suivre des savoir-faire déjà bien affirmés, des techniques élaborées et surtout plein d'astuces de cuisine. À l'époque, la cuisine, elle se fait dans l'âtre de la cheminée. Bien sûr, pas de gazinière, pas de fourneau, rien de tout ça, ça n'existe pas. Donc, ce qui demande quand même une attention extrêmement importante pour cuisiner. Car arriver à gérer la densité et la force de la chaleur dans l'âtre de la cheminée, c'est plus compliqué que de mettre une casserole sur un feu à gaz. D'accord ? Et là, on voit bien notre cuisinier, ça c'est qui a une sorte de poêle qu'on appelle une pendresse, avec une queue longue, exprès pour éviter qu'il ne se brûle. Donc, il ne s'approche pas trop, en fait, du foyer. Et on voit bien aussi que donc, la cuisine médiévale, souvent, se faisait dans des pots. Donc, on a un tripode au niveau du sol, tripode parce qu'il y a 3 pieds. Donc, ainsi, pour cuire un potage, et là, on peut envisager que dans le tripode, on cuit un potage. On ne le met pas sur le foyer, on le met devant et on le tourne régulièrement pour qu'il mijote, que cela continue à cuire. Et donc, potage, ça veut dire ce qui cuit dans un pot. Ça, c'est l'étymologie du mot. Et donc, ce qui cuit dans un pot, ça peut être un ragoût de viande à l'époque. Ce n'est pas forcément ce qu'on entend, nous, par potage aujourd'hui. D'accord ? Il faut remuer régulièrement la préparation pour éviter qu'elle n'attache au fond du plat, nous dit-on, au fond du pot. Les modes de cuisson relèvent déjà d'une très grande technicité culinaire. Rôtir une viande comme il le faut est des plus délicats, car l'intense chaleur du foyer brûle le rôti si l'on y prend garde. Alors comment fait-on ? Plusieurs astuces permettent d'en atténuer les effets. L'une d'elles consiste par exemple à larder la chair de graisse, de lard, de gras, pour que au moment de la cuisson, la graisse fonde à l'intérieur de la viande et donc que la viande ne se dessèche pas, pour qu'elle nourrisse la viande à l'intérieur lorsqu'elle rôtit. On peut également badigeonner le rôti de saindoux, par exemple, pendant la cuisson à l'aide d'un bâton, c'est ce qu'on nous explique dans les recueils, dont l'un des bouts se termine avec des plumes. Souvent aussi, la viande subit ce qu'on appelle une pré-cuisson. On dirait blanchir aujourd'hui dans la cuisine en termes culinaires, dans un liquide avant d'être embroché. On cherche aussi, d'une certaine façon, à préserver la sapidité des denrées. Il en est ainsi des épices qui sont par exemple broyées dans un mortier que l'on ajoute au dernier moment dans les potages afin d'en préserver les arômes volatiles. Par exemple, si on mettait les épices avant la cuisson, que se passerait-il ? La saveur des épices se diffuserait certes dans le liquide, dans la cuisson, mais elle disparaîtrait plus ou moins. Par contre, si vous mettez ça à la fin, on a encore les arômes des épices. Donc on voit bien que c'est quand même une cuisine extrêmement réfléchie déjà à cette époque. Il en est de même par exemple pour l'épaule de mouton rôtie dans laquelle on pique du persil dans la chair après que celle-ci ait subi un pré-rôtissage. Car si on mettait le persil avant la cuisson de la viande, que se passerait-il ? Le persil brûlerait. La cuisine médiévale est aussi une cuisine de couleurs. On conseille ainsi, pour verdir un plat, d'utiliser du persil, de l'oseille, du blé vert. Pour le jaunir, on utilise du safran. Pour lui donner une couleur poil de chameau, ce sera de la cannelle, etc., etc. On a une autre originalité de cette cuisine médiévale qui est la quasi-absence des matières grasses dans les sauces qui accompagnent les pièces de viande ou les pièces de poisson, rôties ou grillées ou encore bouillies. Elle se confectionne à partir des épices que l'on broie dans un mortier et puis on délaie avec un liquide généralement assez acide. C'est généralement du vinaigre, du verjus, du vin blanc. Et puis ce liquide épicé, on va le lier avec du pain
de la mie de pain, voire des amandes. Et si on veut une sauce noire, par exemple, on fera griller le pain. Si on veut une sauce blonde, on y mettra du safran et on fera colorer le pain de façon comme si on faisait nos tranches de pain le matin au petit déjeuner. Donc c'est de couleur un peu brune, mais un peu claire en même temps. La sauce la plus connue à cette époque, au Moyen-Âge, c'est la cameline, à base de gingembre et de cannelle. La sauce verte, composée de persil, de gingembre, était également appréciée, mais la sauce verte était généralement servie avec du poisson, alors que la cameline accompagnait généralement la viande. Ainsi, on peut dire que loin des préjugés qui parfois présentent encore la cuisine médiévale comme étant peu sophistiquée, c'est tout un art culinaire qui se dessine sous nos yeux déjà à cette époque et tout un savoir-faire lié à l'émergence progressive d'une identité alimentaire. Même si la cuisine médiévale dont je parle là maintenant, c'est plutôt la cuisine des élites, puisque les recettes de cuisine que l'on a et qui sont parvenues jusqu'à notre époque, ce sont des recettes de cuisine, d'une cuisine qui était élaborée chez les élites. N'empêche que ça nous montre quand même déjà une idée, une sophistication et des manières de faire à la fois dans le monde aristocratique et dans le monde bourgeois. Mais si on regarde un peu les métiers de bouche, et à Paris, à la fin du Moyen-Âge, on a quand même déjà de nombreux métiers de bouche, notamment ceux qu'on appelle les cuisiniers oyer, qui s'adressaient à la population plus modeste. On a déjà dans les rues de la capitale au XIVe, au XVe siècle, au XVIe siècle, et ça va durer un peu jusqu'à la révolution du restaurant, des traiteurs, des cuisiniers, des prestateurs de services alimentaires qui proposaient une nourriture prête à être consommée. Donc il faut aussi enlever de son esprit l'idée qu'on a toujours cuisiné à la maison, c'est faux. Le privilège d'avoir une cuisine chez soi, c'est très récent à l'échelle de l'histoire. Les cuisines dans les appartements et dans les maisons, pour chacun d'entre nous, globalement, c'est fin 19e, 20e siècle. Avant, c'était les premières cuisines, les grandes cuisines, c'est Moyen-Âge, et puis dans les demeures aristocratiques et élitistes, c'est les maisons bourgeoises. Donc à la fin du XIVe siècle, on voit déjà des distinctions alimentaires. À la fin du XIVe siècle, on a un bourgeois de Paris qui raconte ainsi que les Allemands préfèrent leur carpe plus cuite que les Français qui la préfèrent moins cuite. Donc c'est intéressant, parce que ça nous montre qu'il y a des différences de cuisson et des différences d'appréciation entre deux pays voisins. Dans ses poèmes de voyage, Eustache Deschamps relate souvent les habitudes alimentaires des étrangers. Et lors d'un séjour en Bohême, il se plaint de la rudesse des manières de table et de la nourriture des auberges et avoue aimer bien mieux la coutume de France. Donc quand on quitte le royaume de France, on se rend compte qu'il y a des différences alimentaires. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, beaucoup de personnes voyageaient, notamment les artisans, notamment les écrivains, les artistes, etc. Ces observations témoignent de particularismes culinaires reconnus des contemporains. Il se dégage déjà des pratiques distinctives qui vont s'affirmer plus tard comme identité culturelle. Ainsi, dans les années 1550, Pierre Belon du Mans remarque que les Français et les Anglais découpent différemment leur saumon. Ce qui est fort intéressant, c'est que les Français, pendant des siècles, ont découpé leur saumon en tronçons. Les Anglais le faisaient en escalope, l'escalope est comme un filet. Et il a fallu attendre en France le succès de la nouvelle cuisine, et surtout les frères Trois-Gros, donc à Roanne, avec leur fameux saumon à l'oseille, pour que d'un seul coup on abandonne le découpage du saumon en tronçons pour le faire en escalope. Et aujourd'hui, on vous sert systématiquement du saumon escalopé, mais on ne voit plus dans les restaurants du saumon proposé en tronçons, où c'est exceptionnel. Alors que moi, dans mon enfance, on ne voyait que ça. Vous voyez ? Et bien, déjà, à cette époque-là, au XVIe siècle, on se rend compte qu'il y a déjà des différences dans la manière de découper le poisson entre les Anglais et les Français. Donc on a quoi ? On a des sensibilités gustatives qui se retrouvent aussi dans les traités culinaires. Les cuisiniers français du XIVe siècle recherchent plus les saveurs acides, par exemple, que leurs homologues anglais ou italiens, qui préfèrent plutôt les sapidités douces, par l'ajout de miel, de sucre et de fruits. Donc quand on parle de cuisine de la fin du Moyen-Âge, en Europe, on a déjà des distinctions au niveau du goût
les Français, donc là en gros c'est l'Île-de-France, hein, c'est plutôt la France au-dessus de la Loire et moins la France du Sud, avaient plutôt tendance à manger une cuisine acidulée, alors que les Italiens et les Anglais avaient plutôt tendance à manger une cuisine douce, plus ou moins sucrée. Ces différences d'attitude envers l'acidité et la douceur pourraient s'expliquer par une éducation du goût qui, au fil du temps, aurait orienté les uns et les autres vers des préférences spécifiques. Ainsi, les Italiens avaient-ils l'habitude de boire des vins doux, alors que les Français ont longtemps préféré des vins blancs acides d'Île-de-France. N'oubliez pas que Paris a été pendant des siècles une région viticole et a produit un vin extrêmement réputé, notamment au XIIIe siècle, donc le vin François, comme on l'appelait, mais c'était un vin blanc, d'après les textes, puisqu'on ne peut pas le goûter, extrêmement acidulé. À la Renaissance, il n'y a pas encore en Europe la primauté d'une cuisine nationale qui l'emporterait sur les autres cuisines. Quand je dis la Renaissance, en France, c'est le XVIe siècle. C'est pourtant au cours du XVIe siècle que se dessine une identité culinaire française, une conscience qui se développe au sein même du pays. La cuisine du royaume, elle est déjà louée, notamment par les étrangers qui viennent visiter le pays. Dans les années 1517-1518, un voyageur italien témoigne, je cite, des bons potages, des pâtés et des gâteaux de toutes sortes que l'on mange en France. Les cuisiniers et les pâtissiers français commencent à être recherchés par les élites étrangères pour leur qualité professionnelle. C'est là qu'on voit déjà que cette cuisine française s'est vraiment imposée par le monde professionnel, d'abord en Europe, et puis après s'est diffusée dans le reste du monde. Dans les années 1550, le secrétaire du maréchal de Vieilleville écrit dans les mémoires qu'il dédie à son maître, et je cite, que tous les princes étrangers envoient chercher des cuisiniers et des pâtissiers en France et autres serviteurs pour l'usage de la bouche et tout service de table. Car il n'y a pas que la cuisine et que les cuisiniers qui intéressent nos voisins. Il y a aussi les maîtres d'hôtel, les serviteurs. En fait, ça va bien au-delà de la cuisine. C'est tout ce qui concerne les arts de la cuisine et les arts de la table. Les Français vont se spécialiser dans ces domaines. Et c'est une haute idée que les Français se font de leur cuisine à un moment où celle-ci n'a encore nullement une position dominante. Et cela révèle une sensibilité certaine à l'égard de la table qui deviendra en fait un facteur croissant d'identité. Car en fait, ces professionnels français et des arts de la table qui sont recherchés en fait par les étrangers confirment d'une certaine façon déjà une réputation, voire des réputations, dans le monde culinaire et dans les arts de la table. Pourtant, la cuisine de la Renaissance reste dans ses fondements encore une cuisine de la fin du Moyen-Âge. Il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, comme ça, on passe du XVe au XVIe siècle et tout est nouveau. C'est une erreur qui est souvent faite. La chronologie qui est proposée aujourd'hui est une chronologie qui a été construite par les historiens. Mais il est bien évident, puisque la plupart d'entre nous, je pense, nous sommes nés au XXe siècle et nous vivons au XXIe siècle, il n'y a pas eu d'emblée du jour au lendemain, en 20 ans, une séparation très nette dans nos modes de vie. Il y a une évolution de nos modes de vie, mais ce n'est pas un tournant. Le tournant qui apparaît au niveau culinaire est plutôt au milieu du XVIe siècle et non pas au début du XVIe siècle. Et donc, on voit quand même des évolutions et on perçoit des changements qui s'affirment au cours du siècle suivant. Que voit-on déjà à partir du XVIe siècle ? Le premier changement est la consommation grandissante du sucre. Le goût est en train de changer, le goût est en train de muter dans le courant du XVIe siècle. Et c'est le début d'une distinction de plus en plus nette entre le salé et le sucré. On a quand même une spécificité quand on regarde le repas français aujourd'hui encore. Quand on regarde notre repas à la française, pour nous c'est naturel. Ça nous paraît naturel, mais quelque part, c'est une construction historique et culturelle. Mais en France, on mange le sucré à la fin du repas. Dans d'autres cultures, c'est plutôt mélangé. Vous avez du salé-sucré. Nous, on n'aime pas trop ça, ici, dans ce pays, le salé-sucré. On a quelques recettes. À un moment donné, il y a eu le canard à l'orange, mais c'était acidulé. Il y a eu la mode du magret de canard avec des fruits autour. Mais ça ne reste pas trop. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du XVIe siècle, va commencer un long parcours où le sucré et le salé vont se détacher dans la culture culinaire française pour porter le sucré généralement à la fin du repas.
Le sucre entame donc ce fameux long parcours qui le mènera plus tard en fin du repas vers ce que l'on va appeler le dessert. Le second grand changement est le beurre. Le beurre qui fait une entrée remarquée dans les livres de cuisine. C'est très important ce qui se passe au XVIe siècle, cette mutation, parce que la cuisine française dans les siècles suivants va devenir une cuisine de beurre. Rappelons que longtemps, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, que l'Église avait interdit la consommation des matières grasses animales en jours maigres et en carême, c'est-à-dire les jours où on ne devait pas manger de viande. Donc ça veut dire que interdiction de la chair animale, donc interdiction des matières grasses animales, et le beurre est bien une matière grasse animale. Ce qui va poser problème donc dans certaines régions de France. J'ai fait une étude, donc un article sur l'évolution des corps gras, et on voit bien là, par exemple, que dans un ouvrage qui s'appelle donc le Livre fort excellent de cuisine 1555, en relevant toutes les occurrences dans les recettes de cuisine des matières grasses, on se rend compte que le beurre arrive en tête, après le lard, le saindoux et les différentes graisses, alors que j'avais fait la même chose pour les traités médiévaux, les différents viandiers par exemple et le ménager de Paris, c'était l'inverse. Le beurre était pratiquement à la fin, et ce qui arrivait en tête, c'était plutôt la graisse de porc. Donc on voit bien qu'en quelques décennies, ça a changé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a changé. Là, ce n'est pas une question de goût. Pourquoi d'un seul coup, on s'intéresse de plus en plus au beurre, et pourquoi le beurre va trouver de plus en plus sa place dans la cuisine. D'abord, le beurre est considéré comme une matière grasse pour les pauvres au XVIe siècle et au Moyen-Âge. Mais ce qui va se passer, c'est que comme les régions de l'ouest de la France, notamment la Bretagne et la Normandie, avaient des gros problèmes de matière grasse quand on ne pouvait pas manger de matière grasse les jours maigres, durant le carême notamment, que l'huile était rare et très chère, notamment l'huile d'olive, il y avait l'huile de noix, et que les Bretons et les Normands commerçaient déjà leur beurre depuis très très longtemps avec les pays nordiques, il y a eu une pression, j'aurais tendance à dire ça, auprès de la cour papale, pour avoir une autorisation pour pouvoir consommer en fait du beurre les jours maigres, dans un premier temps. Et en fait, cette autorisation, elle va être donnée, il y a une bulle papale qui va être rédigée, elle va être donnée à la fin du XVe siècle. On va autoriser donc la consommation du beurre tous les jours, en gros, donc à partir de la fin du XVe siècle. Et d'un coup, quand on regarde les livres de cuisine du XVIe siècle, le beurre est présent partout, pratiquement partout. Donc il n'y a plus la question pour la cuisinière ou le cuisinier de se poser « Ah, là on est mercredi, aujourd'hui on n'a pas le droit d'utiliser le beurre ». Désormais, le beurre peut être utilisé pratiquement tous les jours de la semaine. C'est une vraie révolution dans la cuisine, dans les préparations culinaires. Et ce goût du beurre ne demandera qu'à s'affirmer dans les siècles suivants et va caractériser plus tard la haute cuisine française. Et au travers du beurre et au travers du sucre, c'est une mutation progressive du goût que l'on observe. Ici, une mutation qui annonce quoi? Les réformes culinaires du XVIIe siècle et du grand siècle. Et là, on va arriver à la période dite hégémonique, le XVIIe siècle, le grand siècle. Et un ouvrage clé qui va paraître, c'est Le cuisinier François, en 1651. Cuisinier François, le sous-titre « Enseignant la manière de bien apprêter et assaisonner toutes sortes de viandes, grasses et maigres ». Là, la distinction grasse et maigre, maintenant vous comprenez, ce n'est pas la notion de gras comme nous on comprend aujourd'hui. Grasse et maigre, c'est-à-dire pour jour gras et jour maigre. Puisque le mot viande à cette époque fait toujours référence aussi bien à la viande qu'à du poisson, aux produits solides. Donc légumes, pâtisseries et autres mets qui se servent tant sur les tables des grands et des particuliers. Quand il dit grand, il pense plutôt au monde aristocratique. Quand il dit particulier, il pense plutôt à la bourgeoisie. L'ouvrage est un succès immédiat et connaît environ 41 éditions, traductions comprises, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dont au moins 14 dans la première décennie. C'est le premier livre de cuisine moderne du grand siècle. L'ouvrage répond à l'attente du public et propose une cuisine innovante qui reflète les pratiques de son temps. Tout à l'heure, je vous expliquais que le viandier avait été imprimé jusqu'au XVIIe siècle. Imaginez qu'aujourd'hui, on vous propose des livres de cuisine, d'une cuisine qui se faisait il y a un siècle, il y a 2 siècles, et que vous n'ayez pas d'autres livres de cuisine. On peut envisager que c'est ce qui s'est un peu passé au XVIe siècle, même si on a quelques nouveaux livres de cuisine au XVIe siècle. C'est pourquoi, quand arrive le cuisinier François au milieu du XVIIe siècle, c'est perçu comme une véritable innovation, puisqu'il présente une cuisine considérée comme extrêmement moderne par rapport à la cuisine qui se faisait au XVIe siècle, qui était encore très médiévale.
L'organisation du contenu du livre a certainement contribué aussi au succès du livre, dont la disposition des recettes facilite la lecture. La volonté didactique de l'auteur est évidente et les formules de base qu'il donne en ouverture de certains chapitres, comme par exemple la manière de faire le bouillon, ou encore l'instruction pour apprendre la pâtisserie de poisson, etc., témoignent de ce fait. L'auteur de l'ouvrage, François-Pierre dit Lavarenne, était un écuyer de cuisine, donc un très grand professionnel. Un écuyer de cuisine, à l'époque, c'était encore un super chef, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui était encore au-dessus de la brigade et du chef de cuisine. Il explique que le public doit profiter de l'expérience qu'il a acquise durant 10 ans dans la maison du marquis d'Uxelles, où il a trouvé le secret d'apprêter délicatement les viandes. Et dans son avis au lecteur, il s'adresse également à ceux de sa profession qu'il décrit particulièrement, qu'il chérit et décrit particulièrement. Donc on voit bien qu'on a, là l'idée même de ce que font et feront les chefs français. Les livres de cuisine qui sont publiés par des professionnels, par des gens qui ont de l'expérience. Et ils veulent le dire et ils l'expliquent dans leur préface, systématiquement. Ils veulent montrer qu'ils ont de la connaissance culinaire et qu'ils veulent transmettre à un plus large public, d'abord à leurs confrères, aux jeunes qui vont apprendre la cuisine, et aussi à un plus large public. On a un autre auteur qui va publier aussi un ouvrage qui va être important au XVIIe siècle, c'est Pierre de Lune. Pierre de Lune, qui était également aussi écuyer de cuisine du duc de Rohan. Alors, le cuisinier, où il est traité de la véritable méthode pour apprêter toutes sortes de viandes, gibier, volatiles, poissons, tant de mer que d'eau douce. Donc, il publie son ouvrage en 1656, vous voyez, quelques années après celui de Lavarenne. Il s'adresse avant tout, nous dit-il, aux jeunes gens qui courent de ville en ville pour attraper cette belle science si requise et si pompeuse que dans le siècle où nous sommes. Et il est le premier à donner des recettes, à donner les recettes du bouquet garni du roux. C'est important, parce que le roux, c'est ce mélange de farine et de beurre. On fait fondre le beurre et on y met de la farine, on épaissit, et c'est ce qui va être utilisé pendant des siècles pour lier les sauces, et qui va remplacer la liaison des sauces au pain que l'on faisait au Moyen-Âge. Donc c'est une révolution. Et ce fameux bouquet garni que l'on connaît tous, qu'on en a tous un peu dans sa cuisine, du thym, du laurier, des queues de persil. Donc c'est dans ce livre qu'apparaît pour la première fois le bouquet garni et le roux. Il leur donne les recettes en saison, tout en respectant les préceptes de l'Église. C'est-à-dire que progressivement, on va voir dans les livres de cuisine, que les livres de cuisine vont progressivement se détacher, mais ça va être très très long, un peu des considérations religieuses, vont plutôt s'approcher de la saisonnalité, vont commencer à proposer aussi des recettes plus en accord avec les différentes régions, etc., etc. Et il donne un avis au lecteur. Dans son avis lecteur, il explique que les ingrédients, il donne les ingrédients pour faire une mise en place des préparations, des ingrédients, des ustensiles nécessaires durant le service. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde de la cuisine une mise en place. Une mise en place dans une brigade de cuisine aujourd'hui, c'est très clair. C'est-à-dire qu'avant le début du service, vous avez le persil qui est déjà haché, vous avez peut-être le citron qui est déjà lavé, qui est déjà tranché, vous avez les olives qui sont déjà dénoyautées, etc. Pour qu'au moment du service, il n'y ait plus qu'à prendre ces ingrédients et les mettre sur les plats. Et non pas se mettre à hacher du persil au dernier moment en plein coup de feu, comme on dit, puisque là, c'est une perte de temps assez incroyable. Donc on voit déjà qu'au XVIIe siècle, dans les livres de cuisine, on nous propose une organisation extrêmement professionnelle. Il dit par exemple, « Ami lecteur, écrit-il, je vous donne ces mots pour vous avertir que le paquet d'assaisonnement, c'est-à-dire le fameux bouquet garni, doit être composé d'une barre de lard, d'une ciboulette, d'un peu de lard, de clous, cerfeuil, persil, liés avec une ficelle. Pour les jours maigres, vous en pourrez autant faire en y mettant point de lard. » Donc nous, on a conservé le bouquet garni maigre, et non pas le bouquet garni avec la tranche de lard. Le citron doit être pelé, nous dit-il, et piqué de 2 ou 3 clous de girofle. Lorsqu'il est coupé, il faut le maintenir dans de l'eau alors que les oranges doivent être gardées au sec. C'est-à-dire que si le citron, on le laisse trop à l'air, que se passe-t-il ? Il va dessécher, les tranches vont dessécher. Par contre, pour les oranges, ça ne pose pas de problème. Donc on a déjà là une connaissance empirique, une connaissance professionnelle, une connaissance technique.
Et on voit bien que là, il s'adresse à des jeunes ou à des personnes qui veulent apprendre la cuisine, voire, entre guillemets, même si ce mot peut être perçu un peu comme péjoratif aujourd'hui, à la ménagère. Il est préférable aussi, nous dit-il, de monder à l'avance les amandes et les grenades, de désosser entre guillemets les olives pour ensuite les garder dans leur eau, comme on le fait avec les capres. Le persil doit être frit et poudré de sel et de farine, le pain passé dans les œufs battus assaisonnés de sel et de poivre. Toutes ces garnitures doivent être prêtes à bonne heure, explique notre auteur. Cet ordonnancement du travail culinaire atteste d'une volonté de transmettre au plus grand nombre le savoir-faire du cuisinier professionnel. Et c'est une des grandes réussites de ces cuisiniers français, en fait, que d'avoir su parler de leur cuisine, d'avoir su prendre la parole au-delà des recettes de recueil, afin de pouvoir exprimer à la fois leurs réflexions et leurs nouvelles conceptions culinaires qui tendent vers plus de technicité, vers un meilleur respect du goût naturel des aliments. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a pu être dit, ou ce qu'on peut dire encore, on a souvent dit, oui, mais il y a le secret de la recette, le secret de la cuisine, c'est bien, voilà, on est dans un laboratoire, c'est fermé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Peut-être au moment même où ils cuisinent, puisque les cuisiniers n'aiment pas que des individus extérieurs arrivent dans leur cuisine au moment où ils cuisinent, certes. Mais les cuisiniers, depuis des siècles, ont toujours voulu transmettre leur savoir-faire. Et ils le font, certes, oralement, par l'apprentissage, la parole et les gestes, hein, mais aussi ils le font au travers de l'écrit, puisque c'est l'écrit qui reste, c'est l'écrit qui vient jusqu'à nous. Hein. Alors, les chefs de cette époque sortent donc du rôle de simples exécutants pour devenir des théoriciens de la cuisine. Ils théorisent leur propre cuisine. Le discours qu'ils tiennent prône une cuisine novatrice, secouant les habitudes culinaires héritées des siècles passés. Et c'est pour ça que ces livres fonctionnent bien. C'est pour ça que La Varenne a eu un tel succès et que d'autres livres aussi auront un succès en France et à l'étranger. C'est parce qu'ils sont compréhensibles par un large public. En 1674, on a un autre ouvrage important qui apparaît, c'est L'art de bien traiter. Il a été rédigé en fait par un auteur qui signe de 3 initiales LSR. On ne sait pas qui c'est ce personnage. Il parle de réformer la manière d'apprêter les choses et de les servir. Il explique dans la préface de son ouvrage que ce n'est point ce prodigieux regorgement de mets, l'abondance des ragoûts et des galimats frais, la compilation extraordinaire des viandes qui composent la bonne chair, ni encore moins cet entassement confus de diverses espèces, ces montagnes de rôts qui font l'objet le plus sensible et la délicatesse de notre goût, mais plutôt le choix sensible, exquis des viandes, la finesse de leur assaisonnement, la politesse et la propreté de leur service, leur quantité proportionnelle au nombre de gens, et enfin l'ordonnancement général des choses qui contribuent essentiellement à la bonté et à l'ornement d'un repas. Alors, désolé, c'était pas prévu, mais voilà, c'est bon. Alors, à l'exemple de ses prédécesseurs, LSR s'inscrit en fait dans le camp des réformateurs et souhaite que chacun, selon son rang et sa fantaisie, je vais le poser, ça sera mieux, trouve des règles et des moyens facilement expliqués pour donner à manger à telle nature de compagnie qu'il voudra. Ça veut dire que le cuisinier doit pouvoir s'adapter aux convives qu'il aura. Hein, une table aristocratique, une table bourgeoise, une table de la petite bourgeoisie, etc. etc. Hein. Donc, il se pose comme pédagogue, comme professionnel de la table, sachant ordonner les services de la salle et de la cuisine. Il devait être maître d'hôtel. On pense que ce n'était pas un cuisinier, mais un maître d'hôtel, un peu comme Vatel. D'accord ? Mais un maître d'hôtel a une connaissance de la cuisine, a une connaissance de la salle. C'est lui, en fait, qui gère tout l'ordonnancement de bouche d'une grande maison. Donc, aussi bien cuisine, approvisionnement que salle. Le dernier grand livre du XVIIe siècle, il est important de parler de ses ouvrages, est Le cuisinier royal et bourgeois de François Massialot, publié en 1691. Là aussi, le sous-titre qui apprend à ordonner toutes sortes de repas en gras et en maigre est la meilleure manière des ragoûts les plus délicats et les plus à la mode. Vous voyez, la notion de mode, elle est là, parce que la cuisine est aussi un phénomène de mode déjà à cette époque.
C'est le premier livre de cuisine français qui range les recettes par ordre alphabétique, comme un dictionnaire. Par les nouveautés qu'il apporte, le livre de Massialo représente un tournant de la littérature culinaire et annonce les changements du XVIIIe siècle, et au travers de son titre, la montée en puissance d'un public bourgeois. C'est le premier livre de cuisine qui fait référence à la bourgeoisie. Là, on a le cuisinier royal et bourgeois. Royal, l'aristocratie, la cour, et la bourgeoisie. Ensuite, au siècle suivant, en 1746, paraîtra le premier livre de cuisine qui s'adresse explicitement à la bourgeoisie. Ça sera La cuisinière bourgeoise de Menon. Donc même en étudiant la cuisine, on se rend compte de l'évolution politique d'un pays. C'est-à-dire que là, au travers de ces livres de cuisine, on se rend compte que progressivement, il y a le groupe social bourgeois qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de pouvoir, jusqu'à la Révolution française. Et donc, il va y avoir progressivement un changement où la cuisine aristocratique va être plus ou moins, pas abandonnée, mais elle va être adaptée à la table bourgeoise et au goût bourgeois. Donc, qu'est-ce que le goût bourgeois ? Le goût bourgeois, c'est une cuisine sophistiquée, mais beaucoup plus simple que la cuisine aristocratique. Cette évolution des livres de cuisine tend vers une plus grande facilité d'utilisation. L'agencement des recettes présentées correspond à un ordonnancement de l'activité culinaire, à une volonté grandissante de rationaliser toujours plus le travail du cuisinier. Car la force de la cuisine française ne tient pas seulement au discours qu'il apporte, ni à sa valeur identitaire. Sa pérennité tient également à l'organisation professionnelle, qui la structure et dans laquelle évoluent des praticiens de qualité. S'il n'y avait eu que le discours, la cuisine française n'aurait pas tenu aussi longtemps. Derrière, il y a vraiment un professionnalisme qui est là depuis des siècles. Et ces cuisiniers ont ainsi développé ce que j'appelle un système culinaire qui leur permet de produire une grande variété de plats tout en gardant une liberté de création. Les opérations s'enchaînent selon un ordre chronologique et commencent par le bouillon, par exemple, qui préside à l'élaboration des autres préparations culinaires. Ce qui est intéressant dans le monde culinaire français, c'est qu'ils ont très tôt codifié les choses. Écrire une recette, c'est la codifier, c'est la figer. C'est la figer. Mais ils n'ont pas codifié jusqu'à enfermer la cuisine. C'est un danger. Quand on codifie, on peut enfermer quelque chose. Ils ont codifié, mais ils ont toujours laissé une petite ouverture de créativité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un renouvellement qui se fait. Alors, par exemple, il y a cette hiérarchisation du travail. Dans son art de bien traiter, Elesser évoque d'abord la manière de faire les bouillons nourriciers pour tous les potages, je cite, et qui servent aussi à la nourriture des entrées, des entremets et de tous les ragoûts généralement quelconques. Ainsi, les coulis, les liaisons, les jus desquels on se sert pour assaisonner, garnir, couronner toutes les soupes tant blanches que brunes, les galimas frais, les fricassés, les estouffades, daubes, fritures, gelées. C'est ce qu'il nous dit. Ce fameux grand bouillon, qui deviendra plus tard le fond dans la cuisine du XIXe siècle, qui aujourd'hui encore, les chefs font un fond de cuisine, qui est la base des sauces. Ce fameux grand bouillon, en principe composé de viande de bœuf, de veau, de mouton, d'abat, de lard et d'aromates, tels que les oignons, et aussi les oignons, donc les aromates des oignons, du thym et des clous de girofle, doit cuire de 6 heures du matin jusqu'à 10 et 11 heures si besoin, et toujours à un feu égal. Car les grandes et fortes ébullitions, nous dit-on, ne font qu'effleurer les chairs, au lieu que les douces bien ménagées les pénètrent insensiblement. Le bon bouillon devient la grande affaire du cuisinier du XVIIe siècle et des siècles suivants. Sa qualité dépend de la bonne chair et de sa parfaite cuisson. Du bouillon découle ensuite toute une suite culinaire, comme le coulis, qui n'a rien à voir avec notre coulis d'aujourd'hui. Notre coulis d'aujourd'hui, c'est un coulis de fruits. À l'époque, c'est pas ça. Le coulis qui vient du verbe couler, qui est une sorte de bouillon épaissi que l'on utilise pour donner du bon goût à toutes sortes de sauces. Donc pourquoi couler ? Parce qu'on le passe, alors aujourd'hui on dit un chinois, mais à l'époque on le passait au travers d'un tissu étamine pour enlever les impuretés. Et donc on utilise ce coulis, on rajoute ce coulis dans d'autres préparations pour donner un goût supplémentaire, pour garnir des potages, des entremets, des sauces, pour lier d'autres préparations. Le coulis pouvait être aussi composé d'un grand nombre d'ingrédients aromatiques, oignons, champignons, lard, girofle, à prêter dans un bouillon.
On pouvait le lier avec des amandes, avec de la farine, voire avec du pain. Et puis on le passe à l'étamine, comme je viens de le dire, ou à une passoire commode. On pouvait prévoir aussi des coulis avec un seul ingrédient. Coulis de jambon, par exemple, coulis de chapon, coulis de perdrix. Ça voulait dire que ces coulis de jambon et de perdrix, on les utilisait avec une préparation de perdrix ou de jambon. Donc il y a déjà une réflexion sur l'utilisation des sauces, des bouillons et différentes préparations culinaires, etc., etc. Toutes ces opérations s'inscrivent dans une élaboration progressive du mets où chacune des étapes est censée apporter un surcroît de qualité. C'est aussi à cette époque que la cuisine française devient une cuisine de sauces. Les sauces au beurre s'imposent comme le fameux beurre blanc qui apparaît déjà au XVIIe siècle, qui se confectionne avec des ingrédients acides, vinaigre, vin blanc, verjus, que l'on mélange à du beurre à l'aide d'une cuillère en bois ou en argent sans discontinuer. Il est intéressant aussi de remarquer l'utilisation grandissante du vin de champagne dans les sauces et dans les préparations, et notamment dans l'élaboration de sauces pour le poisson. Et la sauce au champagne va devenir un classique de la cuisine du XIXe siècle. Pour l'heure, puisqu'on est au XVIIe, XVIIIe siècle, Voltaire voit dans l'écume pétillante de ce vin l'image vivante des Français. Au même titre que la haute cuisine française est en train de devenir l'image culturelle de tout un pays. Le modèle culinaire français devient une référence dès le XVIIe siècle. Le cuisinier François est traduit en anglais dès 1653, 2 ans après sa parution en français. Et puis, il y a des versions en allemand et en italien. L'ouvrage de François Massialo aussi, l'ouvrage de François Massialo sera traduit aussi en anglais, je ne l'ai pas mis en image. En 1702, The Court and Country Cook. Et quelques décennies plus tard, le chef Vincent Lachapelle rédige en anglais la première édition de son ouvrage, donc The Modern Cook, en 1733, avant la version française qui sera publiée en 1735. La France s'installe peu à peu dans une position dominante qui va perdurer jusqu'au XXe siècle. La réputation de sa cuisine devient en fait un trait spécifique de sa culture, de son art de vivre et sera reconnu comme tel. Cet engouement vers la cuisine française traduit bien sûr l'intérêt croissant que l'on porte à ce moment-là à la civilisation française, à la cour de Versailles. Et bientôt, le français devient la langue commune dans toutes les grandes cours européennes. Les Français sont désormais convaincus, eux, de produire la meilleure cuisine. Donc, cette idée que nous avions déjà rencontrée au XVIe siècle s'est progressivement transformée en fierté nationale et ira grandissante au cours des siècles suivants. L'éditeur du cuisinier François n'hésitera pas à écrire dans son avis que, et je cite, que notre France, en portant l'honneur par-dessus toutes les autres nations du monde, de la civilité courtoise et bienséance, en toutes sortes de conversations, elle n'est pas moins estimée pour sa façon de vivre honnête et délicate. Les étrangers lui reconnaissent cette identité culinaire. Le cuisinier français est recherché par les élites européennes. Dans son journal, l'anglais Samuel Pepys, par exemple, rapporte que lors d'un dîner chez Lord Sandwich, en octobre 1660, celui-ci parla très fort d'avoir un cuisinier français. Et quelques années plus tard, il prit un excellent repas français chez Lord Berkeley, et donc qui avait un cuisinier français. L'intérêt en est double puisque le chef embauché renforce son excellence professionnelle à l'étranger, tout en confirmant le haut statut de celui qui l'embauche, ainsi que le prestige culturel du savoir-faire à la française. Pendant des siècles, les plus grands cuisiniers français vont travailler pour la plupart à l'étranger. Tout au long de son histoire, donc, la cuisine française ne cessera de se renouveler. Dans les années 1730, celle-ci devient un objet d'érudition, de discussion et de polémique. On en vient à ce que des intellectuels, des érudits, se mettent à écrire, à parler de la cuisine, sans qu'ils ne sachent faire la cuisine. Donc, la mode culinaire se renouvelle rapidement, et c'est le sentiment de nouveauté qui caractérise le XVIIIe siècle. On considère que la bonne chère n'a jamais été aussi délicate et d'un goût si fin. Et la profusion des écrits culinaires témoigne de l'intérêt croissant que l'on porte alors à la cuisine comme savoir général, comme objet de débat. Et cet essor s'inscrit également dans celui du livre de vulgarisation scientifique et technique. L'on parle déjà au XVIIIe siècle d'une nouvelle cuisine, que l'on considère comme plus simple,
plus propre et plus savante. Et la science du cuisinier du XVIIIe siècle consiste, nous dit-on, à décomposer, à faire digérer, à quintessencier les viandes, à tirer les sucs nourrissants et légers, à les mêler, à les confondre ensemble, de façon à ce que rien ne domine et que tout se fasse sentir pour une harmonie de tous les goûts réunis ensemble. Voilà. On voit bien que c'est un équilibre extrêmement sophistiqué qu'est devenue cette grande cuisine française. On recherche aussi l'infiniment petit, la substance la plus pure, la plus subtile, la quintessence si chère aux cuisiniers du XVIIIe siècle. On va même jusqu'à parler d'esprit, l'esprit des choses qui les anime. Le sucre vital des aliments les passionne. Rien ne sort, nous dit-on, des mains des cuisiniers qui n'est, pour ainsi dire, passé par la coupelle et qui ne soit bien purifié. Les viandes les plus grossières y déposent par l'action du feu ce qu'on appelle leur terrestrialité. Donc en fait, on nous dit clairement que le cuisinier transforme l'aliment brut pour le rendre en un aliment pratiquement purifié, en une cuisine purifiée. Donc ça va très loin dans la pensée, dans la manière de penser la cuisine à ce moment-là. La cuisine française, elle est reconnue à cette époque comme un art et comme une science, ce qui va lui donner une aura supplémentaire. On va volontiers la comparer à la peinture, volontiers la comparer à la musique. Et tout ce discours révèle l'intellectualisation de la cuisine française. Car il n'y a pas eu que la professionnalisation de la cuisine française, il y a aussi un phénomène d'intellectualisation, un phénomène de discours. Et c'est le goût qui est au cœur de ce discours. Là, pour appuyer un peu ça, c'est le déjeuner d'huile de Jean-François de Troyes, 1735, où vous voyez des hommes déguster des huîtres et boire du champagne en même temps. Donc c'est le goût qui est au cœur du discours. Il est en fait le lien charnel entre l'artiste culinaire créateur du goût et le convive qui recherche des jouissances gustatives. Cette dimension souligne l'importance du savoir goûter, mais témoigne aussi d'une volonté de déculpabiliser les plaisirs de la table en mettant au même niveau les goûts corporels et les goûts spirituels. Vous voyez, hein. Puisque n'oublions pas que quelqu'un qui aime manger mais qui mange un peu trop peut être perçu comme un goinfre. Or, la différence entre le goinfre et le gourmet, c'est quoi, hein? Voilà. C'est toute une histoire de civilisation, de sophistication, d'intellectualisation des manières de manger et de cuisiner. Autre point important, l'invention du restaurant à Paris en 1760, dans les années 1760, au milieu des années 1760, et son succès au XIXe siècle contribue à la modernité culinaire et donne aux cuisiniers un nouveau moyen de s'exprimer. Là, vous avez la carte de Véry, un des grands restaurants parisiens de l'époque, une des plus vieilles cartes d'un restaurant parisien dans les années 1790, qui est à la BHVP, donc Bibliothèque historique de la ville de Paris. En fait, les cuisiniers vont sortir du contexte des grandes cuisines aristocratiques, vont ouvrir leur propre restaurant, et donc la réputation du chef ne va plus dépendre de son patron, des bonnes grâces de celui qui l'embauche, d'un protecteur fortuné, mais va dépendre désormais d'une clientèle qui va peu à peu constituer une opinion publique en matière de cuisine. Cette évolution n'est pas sans lien avec l'avènement d'une littérature gastronomique. Ça veut dire que la réputation des grands restaurants de cette époque, donc Véry, Beauvilliers, les Trois Frères Provençaux, le Grand Véfour. À l'époque, il ne s'appelle pas le Grand Véfour encore. Le Grand Véfour arrivera plus tard. Cette réputation va se faire au travers du public et non plus au travers d'un patron de cuisinier. Cette évolution n'est pas sans lien donc avec cet avènement d'une littérature gastronomique. C'est en effet à cette époque que l'on fonde la forme moderne des écrits sur la nourriture en lui donnant le nom de gastronomie. La gastronomie, c'est le discours sur le boire et le manger. Ce n'est pas la pratique culinaire, la gastronomie. Donc un gastronome, c'est celui qui mange, c'est celui qui peut écrire, c'est celui qui peut interpréter la manière dont il pense la table et la cuisine, mais il n'est pas cuisinier professionnel. Ça ne l'empêche pas, il peut cuisiner quand même. Les deux pères fondateurs de ce nouveau genre de littérature sont bien sûr Grimaud de la Reynière et Brillat-Savarin. Le premier va rencontrer un grand succès avec son Almanach des gourmands, dont vous avez un exemplaire ici, l'Almanach des gourmands, donc, qui va être édité entre 1803 et 1808, puis entre 1810 et 1812. Il va mettre en place, ce Grimaud de la Reynière, les trois grandes structures de la presse gastronomique sur laquelle on vit encore aujourd'hui, c'est-à-dire le guide d'adresse de restaurant, la chronique culinaire et le périodique. Le deuxième personnage, c'est Brillat-Savarin.
Brillat-Savarin avec son ouvrage « La physiologie du goût », qui connaît un succès durable à tel point qu'il est encore aujourd'hui publié. Cet ouvrage, traduit dans de nombreuses langues, est toujours édité jusqu'à nos jours, et l'auteur présente la gastronomie comme une nouvelle science de la société. C'est la connaissance raisonnée de tout ce qui est rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, dit-il. Pour lui, les connaissances gastronomiques sont nécessaires à tous les hommes, puisqu'elles tentent à augmenter la somme de plaisir qui leur est destinée. Ainsi, le XIXe siècle est celui du restaurant, celui de la gastronomie, mais aussi celui de la cuisine décorative. Les livres de cuisine évoluent en intégrant dans les recettes des grammages et des temps de cuisson, et en utilisant de l'iconographie pour transposer en images ce qu'on appelle à l'époque la cuisine artistique. La cuisine française devient une cuisine artistique, car la grande cuisine française, elle doit être vue. Elle est alors une cuisine d'apparat, une cuisine de dressage. Et cette mise en œuvre au travers des mets conforte l'idée que le cuisinier est un artiste. La cuisine de cette époque devient artistique, et c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'un chef, Urbain Dubois, dans lequel les gravures sont l'élément central de son ouvrage. Antonin Carême est l'un des grands cuisiniers du moment. Passionné d'architecture, chef d'un bon nombre de têtes couronnées en Europe des premières décennies du XIXe siècle, il contribue au succès de cette cuisine décorative, faite de pièces montées. Il enrichit ses ouvrages de gravures qui, souvent, sont réalisées d'après ses propres dessins. L'embellissement des plats et des socles sur lesquels l'on dispose des aliments cuisinés montre ainsi l'esthétisme culinaire de l'époque. Et Joseph Fabre, un cuisinier de l'époque, dans son dictionnaire universel 1891, n'hésite pas à dire que le dressage des mets dans une cuisine est le fini d'un tableau, le vernis d'une toile, l'encadrement de l'œuvre. Donc là, on a par exemple, voilà, le cuisinier parisien 1828, donc Antonin Carême. D'un côté, vous avez un buisson de truffes et qui est monté en fait sur un socle fait de graisse, de saindoux et coloré, puisqu'on a toute la description de ce qui est coloré dans le texte, et à côté, vous avez une galantine de dinde. Il ne suffit pas pour un artiste culinaire français de faire bon. Les aliments cuisinés, par ses soins, doivent être attrayants, nous dit-on, appétissants et charmer la vue, le goût et l'odorat. Pour lui, le dressage est la partie esthétique qui révèle le caractère artistique du cuisinier. Et là, on voit bien que l'iconographie de cette époque trouve son principal rôle en exposant les plats de la cuisine artistique. Et le raffinement de l'ornementation des mets distingue la haute cuisine et révèle en fait la sensibilité de l'artiste. Donc je vous montre plusieurs exemples. Il ne suffisait pas de faire ça, mais Carême était très friand des buffets, des pyramides. Vous voyez. Donc, et on voit bien que on retrouve ce qu'on a vu précédemment ici, là, voilà. Et ça, quand on lit les témoignages du public de l'époque, quand ils arrivent dans la pièce, ils sont émerveillés de voir ça. Alors, je peux comprendre qu'on puisse arriver à atteindre les plats du bas, mais je n'ai jamais compris et on m'a jamais expliqué comment on atteignait ceux d'en haut. Voilà. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé. Donc, soit ce sont des plats d'apparat, c'est possible, soit on trouve une solution pour les descendre et pour les servir au public. Alors, on a un ouvrage très connu, le livre de cuisine de Jules Gouffet, qui nous présente les premières représentations en couleur. Et là, on a une plus belle idée de ce que pouvait être un plat à cette époque. Donc là, on a pareil, une galantine de dinde sur un socle. Donc on ne mangeait pas le socle. Tout ça, c'était un énorme travail, mais ça, c'est une décoration, tout simplement. Généralement en Grèce, on mangeait que ça. Là, c'est de la gelée. À la rigueur, ce qu'on appelait les petites broches, c'est les attelés. Voilà. Donc vous voyez, quand on parle de cuisine artistique au XIXe siècle, c'est vraiment une cuisine de dressage architectural qui va toujours de plus en plus haut. Là, autre représentation dans le livre de Gouffet, ce qui est assez fabuleux, l'artiste qui a représenté ça, c'est la macédoine de fruits. Ici, les fruits sont emprisonnés dans de la gelée. Et c'est tellement bien fait qu'on voit bien la gelée, on voit bien les fruits à l'intérieur. Donc c'est ça la grande cuisine du XIXe siècle, du moins la première partie du XIXe siècle et d'une partie de la seconde du XIXe siècle. Mais dès les dernières décennies, je crois que j'en ai encore un petit peu peut-être,
Non, dès les dernières décennies du XIXe siècle, la cuisine française est de nouveau à un tournant. Parce que cette cuisine architecturale, elle est faite pour un public qui a le temps de manger, qui a le temps de rester à table et qui a le temps d'y passer des heures. Hein. Mais à la Belle Époque, donc, la cuisine française est de nouveau à un tournant de son histoire. Dans un monde qui va de plus en plus vite, celle-ci doit s'adapter au nouveau monde, au nouveau mode de vie, où les mille soucis de l'industrie, nous dit-on, et du négoce accaparent l'esprit de l'homme. Les gens emportés dans le tourbillon des affaires, explique le chef Auguste Escoffier, voient la nécessité de se nourrir comme une corvée et non plus comme un plaisir. Ils estiment perdre leur temps à table et demandent à être servis rapidement. Et là, la science culinaire, la cuisine est obligée d'évoluer. On n'a donc plus le choix. Les chefs voulaient s'accrocher à cette cuisine, mais devant la pression de la société et du public, ils sont obligés de faire évoluer leur cuisine et de la simplifier, de la moderniser. Et Escoffier dit, si notre genre de service ne se prête pas à cette obligation, précise le chef, il nous faut résolument la réformer ou le réformer. Seule la perfection des produits et la qualité des mets doivent rester immuables. La pression de la clientèle, elle est irrésistible. Et les cuisiniers tentent dans un premier temps d'y résister. Nous disputons le terrain pied à pied et ne le cédons que de fort mauvaise grâce, dit Auguste Escoffier. Mais ils ne vont pas avoir le choix, ils vont être obligés de simplifier la cuisine française. Comment on la simplifie ? D'abord, on va éliminer tous les dressages. Tout le dressage superflu disparaît. On enlève tout ça. Tous les dressages, toute la décoration qui n'est pas consommable, on l'enlève. Et donc, on va faire en sorte de faire une nouvelle cuisine qui sera plus proche des aliments, avec une décoration consommable, les champignons par exemple, qui sont très présents, etc. etc. Pour satisfaire le public, on va créer des nouveaux plats, on va intégrer un nouveau service dit à la russe où on va servir les plats les uns après les autres, etc. etc. Un livre de cuisine va illustrer ces nouvelles idées du temps et cette volonté de restructurer la cuisine française tout en préservant un savoir-faire issu d'une longue lignée de cuisiniers. C'est le guide culinaire publié pour la première fois en 1903 par Auguste Escoffier, avec la collaboration de plusieurs de ses collègues. Constamment réédité jusqu'à nos jours, traduit dans de nombreuses langues, l'ouvrage est encore aujourd'hui presque considéré comme une Bible dans le monde des cuisiniers. C'est une sorte de code à suivre, un aide-mémoire dans lequel le professionnel retrouve les bases de la cuisine française. Donc on voit bien que, tournant au 19e, 20e siècle, la cuisine française s'est simplifiée. On s'est débarrassé de toute cette structure, de toutes ces difficultés techniques. Là, c'est la Belle Époque, c'est les repas dans les palaces de la Belle Époque. Dans l'entre-deux-guerres, c'est la cuisine régionale qui contribue au renouveau de la cuisine française. Les spécialités régionales symbolisent la diversité alimentaire du pays et la sauvegarde des valeurs culinaires. Dès 1921, la publication par Kurnonsky et Marcel Rouve d'une série de volumes consacrés aux provinces de France, la France gastronomique, témoigne de ce regain d'intérêt pour la cuisine régionale. Elle est à la mode et honorée à Paris, et dans les restaurants régionalistes et au salon d'automne du Grand Palais en 1923 et 1924. On va même créer des associations, l'association des gastronomes régionalistes, qui mène campagne en faveur du régionalisme à la table. Pourquoi cette régionalisation entre guillemets de la cuisine française, qui jusqu'alors était une cuisine centralisée. La grande cuisine française, c'était la cuisine parisienne. Et à partir de la fin du XIXe siècle et de l'entre-deux-guerres, on va mettre en avant la cuisine française dans sa diversité régionale. Parce que cette grande cuisine française, elle s'est développée aussi dans les palaces. Mais en même temps, ces palaces vont proposer une cuisine dite internationale. Et on va confondre cuisine française, cuisine internationale. Et cette cuisine internationale, elle va dénaturer d'une certaine façon la cuisine française. Et on va se retourner vers la cuisine cuisine plus près des produits du terroir, la cuisine régionale. Elle est à la mode. On prend conscience de la richesse culinaire du pays, mais aussi de sa fragilité et de sa possible disparition. Si l'on y prend garde, d'où la publication des livres de recettes comme Les plats régionaux de France de 1928, Austin de Croze, ou Le trésor gastronomique de France de Kurnonsky et de Croze, qui répertorient les spécialités gourmandes des 32 provinces du pays. Les touristes pourront ainsi s'en servir comme d'un guide quotidien qui leur permettra
de profiter des ressources culinaires de chaque région, écrivent les deux auteurs. C'est ce qu'on appelle la sainte alliance du tourisme et de la gastronomie, où chacun peut découvrir les merveilles culinaires du pays tout en appréciant ses paysages, ses villes historiques et ses monuments patrimoniaux. On en vient à publier des cartes. Ah oui, là, c'est les deux pays, les deux ouvrages, les plats régionaux de France et le trésor gastronomique donc, de France, et puis la carte, la fameuse carte de la France régionale gastronomique, où on met en avant des spécialités charcutières, culinaires, pâtissières de chaque région de France. Bon, puisque je suis originaire de la Sarthe, ce sont les rillettes dans la Sarthe, par exemple. Voilà, etc., etc. Donc, on voit bien que la cuisine française, elle est toujours là, elle existe toujours, elle se réforme, elle évolue, et qu'il y a toujours une volonté de se moderniser. Donc, on voit bien que au tournant du 19e et du 20e siècle, on est passé d'une cuisine encore très centralisée, une cuisine très parisienne, à une cuisine plus régionaliste, une cuisine plus nationale d'une certaine façon, puisqu'elle englobe les cuisines des provinces du pays. Mais je pense que cette réforme culinaire aurait continué et on aurait été vers une cuisine de plus en plus régionale, de plus en plus simplifiée, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est un arrêt net à l'évolution culinaire française. Tout va être figé, par la force des choses, puisqu'il manque de nourriture. Et à la Libération, les Français veulent retrouver les plaisirs de la table. Point n'était besoin de trop se creuser la tête pour satisfaire les clients, se souvient Raymond Oliver, qui reprend le Grand Véfour en 1948. La grande cuisine, pour la majorité des gens à ce moment-là, se résumait en une trilogie très curieuse. Langouste à l'armoricaine, homard mayonnaise, Chateaubriand. On avait faim de produits chers, mais aussi de viande dont on avait été longtemps privé. Ce qui veut dire que cette cuisine qui se faisait avant la Seconde Guerre mondiale va se poursuivre dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Et là, dans les années 70, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une révolution culinaire. Avec les années 70, la cuisine française est de nouveau en pleine effervescence, puisque la cuisine dite à l'Escoffier que l'on proposait dans les restaurants dans les années 60 et les années 70 n'est plus en accord avec le public d'alors, avec le public des 30 Glorieuses, qui recherche une cuisine plutôt diététique, une cuisine moins de beurre, moins de crème, moins de graisse. Et donc, on a tous les éléments sont ainsi réunis pour le succès de ce que l'on va appeler une nouvelle cuisine. La décadence de l'ancienne, inadaptée au style de vie moderne, l'aspiration de la nouveauté des consommateurs, la volonté des chefs qui souhaitent se renouveler pour être plus en accord avec l'évolution de la société, enfin, la force du discours qui va soutenir cette nouvelle cuisine. Et le discours à l'époque est soutenu par deux personnages qui s'appellent Henri Gault et Christian Billot, qui vont créer un guide et qui vont dire « Nous n'avons pas inventé la nouvelle cuisine française. Pour inventer une cuisine, il faut la faire. » Ce qui n'est pas notre cas. Nous avons trouvé la formule, presque sans en avoir conscience. Comme beaucoup de Français, nous ressentions un besoin de simplicité. Ce fut notre quête, presque instinctive, dès que nous nous sommes lancés dans l'aventure de la critique. Les cuisiniers mettent alors en avant la notion de vraie cuisine. Qu'est-ce qu'une vraie cuisine? C'est la question. Paul Bocuse y voit un souci accordé à la qualité des produits, une volonté de laisser aux choses leur goût authentique, de mettre en valeur la saveur originelle des mets, ce qui entraîne automatiquement la nécessité de simplifier, d'alléger les préparations et les menus, de supprimer les garnitures inutiles, de raccourcir les temps de cuisson. Le chef André Guyot lui explique... Oui, ça c'est plutôt la cuisine des années 30, vous voyez, bien roborative, bien le homard à la parisienne, etc., etc. Voilà. Donc, le chef André Guyot explique que c'est le retour à la simplicité, à la légèreté, à la vraie saveur, à la digestibilité. C'est pourquoi cette cuisine est aussi diététique que savoureuse. Pas de corps gras, nous dit-il. Pas de farine, pas de roux. On se débarrasse du roux. Pas de mixture indigeste, des grands plats pour la dégustation, mais des plats simples dans leur conception et qui ne laissent pas de lendemain qui déchante. Simplicité, respect de la saveur des produits et principes diététiques semblent caractériser cette nouvelle cuisine. Et la publication en 1976 de La grande cuisine minceur de Michel Guérard
est un succès international. C'est en fait l'union de la cuisine gourmande et de la cuisine minceur pour pour que ces deux cuisines deviennent un nouvel art de vivre pour l'honnête homme d'aujourd'hui et de demain, le dit-on. En clair, Guerra déculpabilise le plaisir de manger en présentant dans son livre des recettes alliant grande cuisine et diététique. Cette nouvelle cuisine française fera le tour du monde. On vit encore aujourd'hui sur ces principes. Et c'est le dernier grand moment culinaire français où on peut dire que la France est encore hégémonique dans le domaine culinaire. Ainsi, pour conclure, le succès de la cuisine française ne tient pas seulement à la force du discours qui la soutient, ni à sa valeur de patrimoine. Il tient surtout à la souplesse d'un système inventé par les cuisiniers qui ont su se garder une liberté de création. Car depuis des siècles, les cuisiniers n'ont de cesse d'ordonner le travail, de l'organiser, de le hiérarchiser, de le rationaliser jusqu'à l'extrême, s'organisant en brigades où chacun est spécialisé par une tâche ou dans une tâche. Cette minutieuse organisation professionnelle, qui a pour principal but la recherche de l'excellence, est sans doute pour beaucoup dans leur capacité à s'adapter à l'évolution de la société et donc à se moderniser. Ainsi, la réussite des cuisiniers français est d'avoir su transformer la cuisine ou leur cuisine en une véritable profession au service de ce qu'on appellerait aujourd'hui un art culinaire. On est parti d'une profession de cuisinier pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui un art culinaire. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Patrick Rambourg pour ces propos très appétissants. Nous mettre tous en appétit pour le dîner de ce soir. Et donc, il y a certainement, avant le dîner, quelques questions. Qui veut poser la première? Madame, oui. Attendez, s'il vous plaît, que je vous passe le micro. Oui, merci beaucoup pour ces propos très intéressants et ces belles illustrations. J'ai 3 petites questions, si ce n'est pas abusé. D'abord, est-ce que vous pourriez, vous avez expliqué pour le beurre comment il devient comme ça si important. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le sucre, lui aussi, devient important vers le XVIe siècle, si je me souviens bien? Après, vous avez parlé des traductions en français, en plein de langues des premiers livres. Est-ce que ça veut dire que dans les pays en question, il n'y avait pas de livre de cuisine ou c'est venu à côté? Et troisième petite question, enfin peut-être trop grande, mais vous avez dit à propos de l'identité française qu'elle évolue, etc. Et j'ai vu une phrase dans l'exposition qui dit que la cuisine, c'est à la fois un métissage, mais en même temps, c'est un patrimoine. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de contradiction? Si c'est une identité qui nous définit, pourquoi est-ce que ça change tout le temps? Enfin, est-ce que ça existe vraiment, du coup, l'identité française en cuisine, quoi? Ouais. Oui. Alors, donc il y a le sucre, il y a l'identité, puis il y a les livres, c'est ça. Alors, donc concernant le sucre, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est par les Italiens. Les Italiens vont s'emparer du commerce du sucre, le sucre qui vient du monde arabe, et puis ensuite on va faire des plantations de canne à sucre dans les îles méditerranéennes. Donc il va y avoir une production de sucre de plus en plus importante en Europe, et le sucre va se diffuser dans les différents pays européens et notamment en France. Mais ça ne suffit pas à expliquer cette évolution. Il y a clairement une évolution de goût. Que se passe-t-il? Dès lors que les épices qui identifiaient la cuisine médiévale vont se démocratiser, entre guillemets, certaines épices comme le poivre vont devenir extrêmement populaires. L'élite a besoin d'une cuisine pour se différencier des autres, comme les vêtements, comme l'habitat. La cuisine, c'est pareil. Donc, comme les épices seront de moins en moins chères et vont se retrouver de plus en plus facilement sur les marchés, le sucre va être un bon moyen, dans un premier temps, de se distinguer des autres. Le sucre est d'abord un médicament. Et puis, progressivement, son statut va changer et va devenir une douceur. Le sucre permet de faire des desserts, des confiseries, mais surtout le sucre permet aussi de conserver, il ne faut pas l'oublier, ça permet de conserver des fruits. Les confitures, c'est ça à l'origine. Donc, dans un premier temps, et on voit très bien ça dans les tableaux de l'époque, notamment au XVIIe siècle, en Espagne et au Portugal, vous avez des superbes représentations de pâtisseries, les artistes représentaient les pâtisseries, mais ces tableaux étaient achetés par qui ou commandés par qui? Par la grande bourgeoisie.
Et ces tableaux étaient mis dans les pièces où on mangeait par la grande bourgeoisie pour montrer qu'ils avaient un haut niveau social parce qu'ils avaient la possibilité de manger des produits sucrés. Donc il y a ça. Et il y a aussi clairement une évolution du goût. Par contre, on ne sait jamais qui décide de l'évolution du goût, même encore aujourd'hui. Qui fait quoi ? Qui ? Est-ce que ce sont les professionnels ? Est-ce que ce sont les consommateurs ? Est-ce que c'est la société ? Je crois, pour moi, c'est un mélange de tout cela, en fait. C'est un mélange de tout ça. Donc, en gros, il y a une plus grande production de sucre. La plus grande production du sucre, c'est le sucre de canne à l'époque. Il y a l'évolution du goût. Il y a le fait que le sucre représente l'élite sociale au travers de sa cuisine et au travers des pâtisseries. Tout ça va contribuer au succès du goût sucré. Mais il faut savoir que le sucre, jusqu'au 19e siècle, va quand même être une denrée extrêmement d'accès difficile pour la majorité de la population. Donc, il faudra attendre longtemps. Concernant les livres traduits, non, ce n'est pas parce qu'on traduit des livres français dans une autre langue qu'il n'y a pas des livres à l'étranger. Il y a des livres de cuisine en anglais, en allemand, etc. On en a dès le Moyen-Âge, en fait, des traités culinaires. Sauf que la cuisine française va avoir une telle emprise, elle va être un tel modèle qu'on va se mettre à traduire ces livres français en anglais, en allemand et dans d'autres langues. On va même jusqu'à les piller. C'est-à-dire des auteurs anglais, allemands, italiens, etc., vont prendre la substance de certains livres français et vont les ressortir dans leur pays sous un autre titre, par exemple. Ce qui est intéressant pour voir la réelle influence de cette cuisine à l'étranger, c'est de regarder les mots aujourd'hui dans le langage culinaire en allemand, voire en anglais. C'est truffé de mots français, notamment en allemand. Vous avez d'un seul coup le mot sauce qui apparaît entre deux mots allemands. Et donc, on voit bien qu'il y a eu une réelle influence. Et la plupart des chefs étrangers vont s'appuyer sur le modèle culinaire français. Et s'ils veulent adapter le modèle culinaire français à un modèle national, ils le feront. Ils vont le faire. Ça ne leur pose pas de problème. En Angleterre, au XIXe siècle, on avait un chef français très célèbre, Alexis Soyer, qui a travaillé pour des lords, qui a travaillé dans des clubs. Il était tellement populaire qu'il faisait la une des médias londoniens et anglais de cette époque. Donc on voit bien qu'il y a une réelle... Et ça n'empêchait pas qu'à côté s'est développé quelque part une cuisine, entre guillemets, plus locale. Mais en Angleterre, c'était compliqué parce qu'un auteur... Stéphane Meynell a expliqué qu'un auteur anglophone a expliqué que la cuisine française avait décapité la cuisine anglaise. Vous voyez, donc c'était très loin. Parce que la cuisine anglaise, dite cuisine anglaise aujourd'hui, c'est une cuisine qui vient du bas, cuisine populaire, alors que la cuisine aristocratique anglaise a été, en gros, pendant 3 siècles, la cuisine d'origine française. Voilà. Et puis, le troisième point, c'était le... Ah oui, l'identité. Oui. Mais personnellement, pour moi, il n'y a aucune contradiction. Une identité n'est pas figée, elle évolue. C'est comme la notion de transmission. La notion de tradition, pardon. La notion de tradition, quand on dit tradition, souvent, c'est un côté péjoratif. On dit tradition, oh, c'est tradition, c'est figé, c'est bloqué. Non. Tradition, l'étymologie de la tradition, c'est quelque part la transmission de quelque chose qui se faisait avant. Mais transmettre quelque chose qui se fait avant, ça ne veut pas dire qu'on transmet quelque chose qui est figé. La cuisine, c'est pareil. On peut parler d'une identité culinaire française au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XVIIe ou XIXe siècle, mais il est évident que la cuisine du Moyen-Âge n'est pas la cuisine d'aujourd'hui. Elle est bien différente. Il y a quand même une identité culinaire. Mais l'identité culinaire de ces époques différentes se différencie par rapport aux pays voisins, aux autres identités culinaires. Sur la longue durée, quand on parle d'une tradition culinaire, quand on parle de la cuisine française aujourd'hui, tout compte fait, c'est pas si simple que ça de définir la cuisine française. C'est extrêmement compliqué. On la réduit souvent à des plats. Mais la grande cuisine française qui s'est développée pendant plusieurs siècles, elle ne se résume pas à des plats. Elle se résume à la cuisine qui se faisait par les grands chefs dans des restaurants, dont certains ont créé des recettes. Voilà. Quand vous lisez le livre d'Auguste Escoffier, le guide culinaire, vous avez une ribambelle de recettes étrangères. Soupe anglaise, soupe américaine, l'ossobuco qui était une origine italienne, là où le goulash qui est une origine hongroise. Donc la cuisine française est plus internationale qu'on le pense. Elle l'a influencée à l'extérieur, mais elle n'a pas hésité à intégrer dans son corpus des traditions culinaires d'ailleurs. Et elle le faisait comment ?
par tous ces cuisiniers qui travaillaient en Russie, qui travaillaient aux États-Unis, qui travaillaient en Angleterre, qui travaillaient en Allemagne, qui depuis le XVIIe siècle travaillaient un peu partout en Europe. Et non seulement ils apportaient une tradition culinaire française, mais eux aussi apprenaient de ce qui pouvait se faire sur place. Donc la cuisine française, elle a construit quelque part, les cuisiniers ont construit quelque part une cuisine dite à la française, une cuisine identitaire, mais elle a toujours été ouverte aux influences extérieures, qu'elle a intégrées, qu'elle a adaptées. Mais toujours avec un discours, si vous regardez le discours, si vous suivez le discours d'Antonin Carême au XIXe siècle, c'est la notion d'universalisme. Ce n'est pas que dans la cuisine quand on parle de ça. L'universalisme, les Français sont très forts avec cette notion d'universalisme. Carême dit ça dans son livre. Il donne plein de recettes de soupes étrangères, mais il dit quand même que la soupe française, c'est quand même mieux parce qu'elle regroupe l'universalité, donc le monde quelque part. C'est cette idée-là, en fait, qu'on retrouve aussi dans la cuisine française, c'est que derrière la cuisine française, il y a le monde. Mais le monde à la française. C'est ça l'idée, hein. C'est ça. Donc, un autre exemple, la blanquette de veau. Je donne souvent cet exemple. La blanquette de veau, on connaît tous la blanquette de veau. Mais la blanquette de veau d'aujourd'hui, ce n'est pas la même qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Elle a évolué. Je donne souvent l'exemple de la blanquette de ma grand-mère, donc qui faisait une blanquette où elle mettait la viande dans le beurre et puis après elle singeait. Donc singer, pour ceux qui ne savent pas, c'est mettre de la farine dessus. Elle mouillait et elle faisait cuire ça comme un ragoût. Moi, quand j'ai appris la blanquette, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai quand même quelques connaissances de cuisine dans le monde professionnel, on m'a expliqué qu'il fallait cuire la viande dans un bouillon avec garniture aromatique, faire un roux. Et puis, on récupère le bouillon, on lie le bouillon avec le roux, on réajoute de la crème, on y ajoute des jaunes d'œufs. Donc 3 liaisons pour un plat. Ça, c'est la blanquette qui a perduré longtemps. C'est cette blanquette qui s'est imposée au XIXe siècle. Mais avec la nouvelle cuisine des années 70-80, la blanquette, elle a encore évolué puisque les chefs ne voulaient plus de beurre, les convives, les consommateurs ne voulaient plus de beurre. Donc on a supprimé le roux. Et aujourd'hui, ils ont trouvé des solutions pour arriver à faire épaissir la sauce, mais sans lier au roux. C'est pour ça que parfois, dans un restaurant, aujourd'hui, quand vous mangez une blanquette, vous avez l'impression que la sauce, elle est moins liée qu'avant, elle est un peu plus liquide parfois, parce qu'ils ne mettent plus le roux. Mais ça s'appelle toujours la blanquette. Mais la blanquette de mon enfance, elle était servie avec du riz. La blanquette de la nouvelle cuisine, elle est servie avec des petits légumes croquants, de différentes couleurs. C'est toujours la blanquette. Donc la recette, les recettes ne sont pas figées, elles évoluent au fil du temps. Vous voyez, comme quoi, on peut y voir une identité. Et la blanquette, dans le monde entier, est considérée comme une recette française. Donc là, il y a une identité. Le pot-au-feu aussi. La tarte tatin. Voilà. Le tiramisu qu'on connaît tous en France est identifié comme une recette italienne, etc. etc. Voilà. Je viens vers vous, madame, tout à l'heure. Non, je vais venir vers vous. Pouvez-vous laisser, monsieur, d'abord, s'il vous plaît? Je vous apporte le micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation très intéressante. Moi, j'ai une question sur l'avenir, on va dire, de la cuisine française. Oui. Avec la mondialisation et tout ce qu'on peut manger aujourd'hui, c'est-à-dire que tout spécialement à Paris, je peux ce soir aller manger chinois, américain, thaï, italien, pratiquement n'importe quelle cuisine du monde. Comment vous voyez évoluer la cuisine française? Est-ce que aujourd'hui on n'a pas tellement d'influence qu'on ne va pas vers une certaine uniformisation mondiale de la cuisine, ou est-ce qu'on gardera toujours des grandes spécificités? Alors, je ne suis pas trop inquiet, parce que je suis historien et parce que l'histoire m'a montré que malgré tout, la cuisine française savait toujours rebondir. Du moins, alors certes, elle a beaucoup évolué en 20 ans. C'est évident qu'en 20 ans, aujourd'hui, on mange différemment de la manière dont on mangeait il y a 20 ou 30 ans. Déjà, notre manière de s'alimenter est moins grasse. On a diminué les matières grasses. L'huile d'olive s'est imposée. On a une cuisine qui s'est, méditerranéisée. Donc, c'est vrai que l'uniformisation du goût, l'industrialisation alimentaire a pu, à un moment donné, faire peur. Il y avait d'énormes débats il y a quelques années sur ce sujet. Comme par hasard, ces débats se sont un peu calmés. Pourquoi? Parce qu'il suffit même dans l'Union européenne,
vous traversez, vous allez en Allemagne, vous allez en Italie et tout de suite, vous savez que vous êtes ailleurs, rien que par l'alimentation et la cuisine. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une identité qui est là, même au sein de l'Union européenne, qui sont des pays maintenant extrêmement... les commerces présentent une alimentation différente aussi. Alors des nouveaux produits arrivent, comme le quinoa, comme d'autres produits. On voit bien que les chefs s'adaptent. Les chefs nous présentent désormais dans les restaurants, quel que soit le niveau de restaurant, une cuisine qui parfois on se dit, mais bon, c'est le monde entier dans notre assiette que l'on a. On a des champignons japonais, on a tel produit d'Afrique, on a tel produit de l'Inde, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est un plat français ? C'est vrai, c'est extrêmement compliqué. Je crois que c'est la technique dans un premier temps. C'est la technicité culinaire à la française qui reste encore et qui restera encore à mon avis très longtemps. Il y a des adaptations comme j'ai expliqué. On a ces fameuses recettes qui sont toujours là, qui reviennent au goût du jour parce qu'il y a cette mondialisation. Il y a un retour, j'ai l'impression, à une sorte de régionalisme qu'on a vu dans l'entre-deux-guerres. Qui revient, c'est-à-dire qu'on s'accroche à cette cuisine des régions, à ces produits régionaux, confit de canard, rillettes, boudin, tout ça, toutes ces choses-là, choux farcis, etc., pâtisseries diverses et variées à droite et à gauche, et on en vient même à créer des recettes dans certaines régions, parce qu'il n'y a pas que l'identité derrière cette histoire, il y a aussi, quelque part, entre guillemets, de l'économie, du business et du tourisme. Donc en fait, la cuisine française, elle est encore aujourd'hui, et elle a été dans le passé, une cuisine qui, pour le touriste étranger, du moins le touriste qui vient en France, fait partie de l'image même de ce pays. Donc il est bien évident que tout sera fait si à un moment donné on sent un véritable danger au travers de cette cuisine, que cette cuisine puisse disparaître, que tout sera fait au sein de ce pays pour préserver quelque chose, préserver ce qui est peut-être identifié comme cuisine française, parce que ça fait partie de l'image et de la valeur de ce pays, et que des touristes du monde entier viennent en France non seulement pour visiter les villes et tout, mais aussi parce qu'ils ont une image, parfois une image mythique, ce qui peut faire en sorte qu'ils soient déçus après quand ils voient qu'en France, on a une nourriture extrêmement industrialisée, comme dans les autres pays, mais qui quand même a une valeur ajoutée extrêmement importante. Alors, il est vrai qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le French bashing, et il y a eu un French bashing culinaire aussi, notamment la cuisine espagnole, les chefs espagnols, tout ça, ou même surtout les anglo-saxons, qui aiment bien taper sur la cuisine française quand ils le peuvent, et qui disent, ça y est, la cuisine française est terminée, c'est fini, la cuisine française est considérée comme une cuisine poussiéreuse, les grands chefs n'arrivent pas à se réformer, n'arrivent pas à évoluer. Je suis désolé, mais vous promenez dans ce pays, vous allez dans les restaurants, je n'ai pas l'impression qu'on a une cuisine figée. On a une cuisine qui est constamment innovante, qui évolue. Mais on a une diversité culinaire. Vous pouvez aussi bien manger une cuisine extrêmement moderne dans un restaurant et aller dans un autre restaurant où vous avez une cuisine plus bourgeoise, beaucoup plus provinciale, beaucoup plus régionale, une cuisine de ville, une cuisine déstructurée, une cuisine internationale, puisqu'on a une cuisine du monde entier. Récemment, le guide Michelin a honoré de 3 étoiles un Japonais, un cuisinier japonais qui est en France depuis très longtemps, qui fait de la cuisine française, mais qui forcément dans sa cuisine française, c'est lui qui le dit, qui fait la cuisine française, qui forcément dans sa cuisine française, il met une touche probablement japonaise. Mais le Japon a influencé la cuisine française dans les années 70-80, avec la nouvelle cuisine. Par exemple, le fait de cuire moins de poisson, de moins cuire le poisson aujourd'hui, d'avoir les légumes croquants, d'avoir un bouillon léger, tout ça, ça vient du monde asiatique. Donc on a déjà ça depuis 20-30 ans. Donc, et en même temps, on peut revenir sur autre chose. Par exemple, on a un plat qui alors on revient souvent sur ce sujet, parce que c'est un plat qui a été proposé, le couscous. Le couscous. Bon, le couscous, pour nous, on identifie que c'est un plat du Maghreb. Mais bon, le couscous est fait dans toute la France, partout. Les banquets des anciens, vous avez un couscous dans un petit village. Dans la maison, on peut faire un couscous, on mange le couscous partout. Beaucoup de Français se sont appropriés ce plat. Et quand il y a eu 2 sondages il y a quelques années sur quel est le plat préféré des Français, dans le trio de tête, il y a le couscous et la blanquette. Vous voyez ? Et le couscous, puisque j'avais fait un petit papier il y a quelques temps sur le sujet, je me suis rendu compte que c'est plus ancien qu'on ne le pense. Ce n'est pas lié forcément aux pieds noirs qui sont revenus d'Algérie. Le lien avec le monde africain et l'Afrique noire est beaucoup plus ancien, et que Rabelais parle déjà de couscous au XVIe siècle.
voyez. Alors voilà, donc là, voilà, il y a des plats qui peuvent poser quelques petits problèmes, c'est évident, quant à l'identité. Mais c'est pareil, la baguette, moi, dans les pays du Maghreb, où il y a eu une influence française par la force des choses, la baguette est présente dans certains pays, en Tunisie par exemple, ou dans d'autres, le pain est très présent, lié à l'influence française de par la colonisation. Mais aujourd'hui, elle fait partie malgré tout de la culture alimentaire de ces pays. Vous voyez ? Donc c'est une culture les cultures culinaires et alimentaires, elles bougent, elles évoluent. Et on voit bien ça aussi en Amérique du Sud, dans ces pays qui ont eu des difficultés, où il y avait des peuples autochtones, des Européens qui sont arrivés, des Indiens, des Asiatiques, etc. Pendant très très longtemps, ça a été chacun son coin. Et là, depuis quelque temps, notamment au Pérou, je pense au Pérou, je ne suis jamais allé, mais j'ai lu des propos sur le sujet, il y a une nouvelle génération de chefs qui sont fiers de faire une cuisine dite péruvienne, qui est un mélange de toutes les cultures qui composent le pays. C'est ça la force de la cuisine, en fait. Vous voyez ? Et ce qui est nouveau par rapport au passé, à notre époque, c'est que tous les pays, même les pays qui historiquement se considéraient comme n'ayant pas de culture culinaire ou n'ayant pas une grande culture culinaire comme la culture culinaire française, mettent en avant désormais une culture culinaire. Pays nordiques, les Anglais qui pendant très longtemps se considéraient comme ne faisant pas la bonne cuisine, ou même les Français qui parlaient des Anglais en disant qu'ils ne savent pas cuisiner, etc. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de la très bonne cuisine en Angleterre. Vous allez en Norvège, au Danemark, vous trouvez de la très bonne cuisine. L'Espagne, depuis quelques décennies, fait une bonne cuisine, mais historiquement, c'est vrai que c'était plus compliqué. Voilà. Donc je ne m'inquiète pas sur l'avenir de la cuisine française. N'oublions pas non plus que l'industrie agroalimentaire est une force économique en France. On a une industrie agroalimentaire extrêmement puissante, importante, et qui n'évolue pas en contradiction avec l'évolution culinaire dans ce pays. Bien au contraire. Quand vous avez un chef qui crée une recette, si la recette peut se faire dans un contexte industriel, vous trouvez cette recette rapidement dans les rayons des supermarchés. Je pense à ce petit fondant au chocolat là, qu'on peut trouver facilement, le hachis parmentier de Robuchon, de Fleury, comment s'appelle cette marque, je ne vais pas la dire, c'est pas grave. Donc le hachis parmentier de tel chef, etc., etc. Donc en fait, même notre industrie alimentaire, quelque part, on a quelque part un savoir-faire dans ce domaine plus important peut-être qu'ailleurs encore. Je me souviens d'une amie américaine qui m'avait dit, mais vous avez Picard. Nous, on a des magasins de surgelés, mais c'est rien à côté de ce que Picard vous propose. Vous voyez. Donc, voilà. Donc c'est tout un ensemble. Hein. Il ne faut pas voir la cuisine française comme seulement une cuisine qui se fait soit à la maison, qui se fait dans les grands restaurants. La cuisine française, elle est diverse et variée, et elle s'adapte à l'évolution de la société. Un autre point encore, et je termine avec votre question, le hamburger. Voilà. Il y a 20 ans, j'entendais ce propos, les fast-food, McDonald's, c'est la fin de la cuisine française, c'est la destruction de la cuisine française. Est-ce qu'aujourd'hui la cuisine française est détruite ? Non. Par contre, le hamburger a été adapté à la française. On le trouve dans les brasseries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez manger un hamburger avec votre verre de Bordeaux, de Bourgogne, une fourchette, un couteau, manger un petit fromage et un dessert ensuite. Et non pas le hamburger à la main comme vous pouvez le manger dans un McDo ou un fast-food. C'est ça. C'est comme ça qu'on adapte. Vous avez des grands chefs qui vous font des hamburgers avec des produits extrêmement sophistiqués, qui les font tout petits, moyens, etc. Bon, voilà. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'hamburger est une tradition culinaire française ? Moi, je ne le dirais pas. Non. Mais il y a eu une adaptation. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui est tout à fait de l'autre côté. Oui. C'est au tout début, vous commencez à parler du Moyen-Âge. Oui. Et la cuisine des élites. La cuisine des élites, c'était la cuisine romaine. À quel moment La cuisine, pardon, la cuisine ? La cuisine romaine. Non. La cuisine romaine a quand même été beaucoup la cuisine des élites jusqu'à très longtemps. La cuisine de l'Empire romain, pardon. Alors, le début du Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge, mais pas la fin du Moyen-Âge. À quel moment, voilà. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la cuisine française qui apparaît et qui n'est plus tout ce passé qui a été quasiment oublié ? Alors, n'oublions pas que la chronologie historique fait que le Moyen-Âge correspond à 10 siècles, le XVIe siècle, 1 siècle, XVIIe siècle, etc. Donc après, c'est que par siècle. Donc quand on dit Moyen-Âge, 10 siècles, il faut faire très attention, parce que 10 siècles, ceux qui vivaient au début du Moyen-Âge, ceux qui vivaient à la fin du Moyen-Âge, bien sûr, ce n'était pas la même cuisine. Et au Moyen-Âge, c'est vrai que la cuisine était encore assez influencée
par le monde romain, puisque toute l'élite gallo-romaine a été intégrée, bien sûr, et les descendants de l'élite gallo-romaine a été intégrée dans la société du Haut Moyen-Âge. Donc il y a un tournant au milieu du Moyen-Âge, donc 9e, 10e siècle, quand les épices s'imposent dans la pratique culinaire. La spécificité culinaire, ce sont les épices. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, les épices étaient consommées dans toutes les cours européennes. En Angleterre, en Allemagne, en France. Donc comment distinguer une cuisine dite française ou pas? Déjà, la distinction par l'écrit. Si j'ai commencé par des traités culinaires en langue vernaculaire, c'est pour signifier que si on écrit en français, c'est qu'on veut voir une spécificité française. Et puis, le fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la cuisine, elle est plus acidulée en France, elle est plus sucrée en Italie et en Angleterre. Mais là, c'est vrai que c'est la cuisine des élites. Concernant les autres populations, c'est plus compliqué de savoir, parce qu'ils n'ont pas laissé de traces écrites. L'archéologie peut nous aider un petit peu. Mais dans les grandes villes, par contre, on peut avoir des informations. Paris, par exemple, je travaille beaucoup sur Paris, donc on voit bien qu'à Paris, notamment pour les citadins, l'oie était extrêmement appréciée, l'oie rôti était appréciée, la sauce à l'ail était appréciée, la sauce cameline est appréciée, parce qu'on voit ça au travers de ces marchands, de ces commerçants qui vendent une cuisine préparée au travers des boutiques et dans la rue. Donc, mais voir l'évolution d'une identité alimentaire, c'est quand on a des propos des personnes qui commencent à nous dire qu'il y a une distinction, une différence avec ce qui se passe ailleurs, chez le voisin. C'est Eustache Deschamps, le poète, quand il va à l'étranger. C'est cet Italien au début du XVIe siècle qui fait des références culinaires à la française. Et c'est à cette même époque où on commence à expliquer que des élites étrangères font venir des chefs français ou des pâtissiers français. Il y a aussi, dans les années 1570, Jérôme Lippomano, un ambassadeur italien vénitien qui est à Paris et qui nous écrit des choses fabuleuses sur le Paris alimentaire de l'époque. Et lui, il est stupéfait de voir toute cette restauration, de tous ces métiers de bouche qui proposent une nourriture prête à être consommée dans la capitale. Ce qui ne semble pas être aussi évident dans les villes italiennes. C'est comme ça qu'on voit les différences, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est comme ça qu'on voit les différences. J'ai oublié de dire encore un point que je n'ai pas dit dans mon propos, ce qui est important, c'est que la cuisine française est d'abord et avant tout une cuisine urbaine, une cuisine de ville, à l'origine. Ce n'est pas une cuisine des campagnes comme c'est trop souvent dit par les chefs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut... elle s'est construite dans le monde professionnel, elle s'est construite en ville, et où il y avait des élites. Et après, l'influence s'est faite vers les autres couches sociales. Et ça se fait encore aujourd'hui d'une certaine façon. Quand vous avez, j'ai dit, un chef qui fait le saumon, le fameux saumon à l'oseille des trois gros, bon, ça a eu un énorme succès, puis d'un seul coup, tout le monde s'est mis à faire cette recette, aussi bien dans les petits restaurants qu'à la maison. Donc l'influence, elle est pareille, elle vient du haut et elle descend. Mais il y a une médiatisation différente aussi. Oui. Et en fait, je voulais continuer du coup. J'avais une question initialement, mais je voulais rebondir sur ce que vous y avez dit. Par exemple, des plats qu'on imagine très régionaux comme la ratatouille ou le cassoulet, ça s'est construit dans des villes, oui. Malgré leur origine régionale. Enfin, ça fait très parisien, comment je parle. Mais... Oui, bon. C'est à la fois... L'image de la cuisine française à l'origine, c'est une image essentiellement parisienne. Mais ça n'empêche pas que s'est développée une culture culinaire régionale. Ça, c'est évident. Mais à un moment donné, il a fallu une reconnaissance de la cuisine régionale pour qu'elle soit visible. Ça a commencé au XIXe siècle, quand les régions ont commencé à publier des livres de cuisine régionale. Dès le début du XIXe siècle. Ça a commencé par le sud de la France et ça a commencé par la région Alsace. Donc pourquoi ? Parce que là, ils se mettaient en avant contre le centralisme parisien. Donc, pour qu'une cuisine régionale soit reconnue, il faut qu'elle soit différente de ce qui se fait ailleurs. C'est toujours la même chose, c'est toujours cette histoire, en fait. Mais le paradoxe, c'est qu'en France, pour qu'une cuisine régionale ou un plat régional soit reconnu au niveau national, il doit monter à Paris. Ah, ouais. La choucroute, la brandade de morue, la bouillabaisse. Je peux vous donner plein d'exemples. Le restaurant Les Trois Frères Provençaux, qui est un restaurant qui a ouvert au Palais Royal dans les années 1780, qui a eu un succès fou, qui a duré pendant près d'un siècle. Trois Provençaux qui montent à Paris, qui ouvrent ce restaurant. C'est un des plus grands restaurants de l'époque. Il est sûr que lorsqu'ils font des plats de leur région à Paris,
ça va avoir une répercussion nationale et internationale, dès lors que le public qui va dans ce restaurant est à la fois un public national et international. Et là, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup d'études, j'ai vraiment vu tous ces plats. Alors, il y a quelques années, j'avais fait une conférence à Toulon, donc sur la cuisine provençale, et j'ai expliqué ça. Pour que la cuisine provençale soit reconnue, il a fallu qu'elle soit reconnue d'abord dans la capitale. Et bien sûr, les Provençaux, certains, c'est un peu gênant, c'est un peu embêtant. Sauf que c'est comme ça que c'est. Et ça va même plus loin. Les élites provinciales voulaient manger comme on mangeait dans la capitale. On voit bien ça. Donc, quel que soit l'endroit où on allait, toutes les capitales de province, Angers, Nantes, Le Mans, etc., on voulait manger comme on mange à Paris. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, la cuisine de la campagne, qui se faisait dans les... a été un peu ostracisée, elle a été mise un peu de côté. Il a fallu à un moment donné l'écrire, rédiger les recettes, la sauver d'une certaine façon en écrivant les recettes pour voir qu'il y avait une cuisine identitaire. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, cette cuisine dite régionale n'a pas été mise en avant. Il faut attendre le 19e siècle et le 20e siècle. La dernière question, c'est aussi pour vous. Oui, désolée. Allez-y. Et du coup, je trouvais qu'il manquait peut-être un absent, mais peut-être que c'est l'objet d'une autre conférence, c'est le vin. Est-ce qu'il faisait combat à part ou c'est venu en même temps que la cuisine? Est-ce que c'est promu par les chefs ou pas? Non, le vin, c'est plus compliqué. Ça fait l'objet d'autre chose. C'est sûr, je ne pouvais pas en parler. Hein. Je pouvais parler du vin, je ne pouvais pas parler du service de table. C'est vrai que là, il aurait fallu plus de temps. Vous allez revenir. Mais le vin, c'est plus compliqué parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le goût du vin a changé au fil du temps. Le vin médiéval est un vin léger, acide. Après, il devient plus fort. On ne savait pas le conserver. On buvait le vin de l'année. Et le vin dit vieux, c'était le vin de l'ancienne vendange qui devenait du vinaigre. Donc... Et puis, n'oublions pas le service. Pendant très longtemps, sur les grandes tables, on servait à la française, c'est-à-dire qu'on apportait un ensemble de plats en même temps sur la table. C'est-à-dire que toute la table était couverte de plats. Donc, on ne pouvait pas faire d'accord mais vin. Ce n'était pas possible. Mais on avait déjà le goût du vin. Moi, je suis tombé sur des textes de la fin du Moyen-Âge où on appelle un poème, La bataille du vin et de l'eau, en gros, où on a des crus. On fait venir en fait des vins qui sont devant le roi et qui vantent leur qualité. Le vin d'Argenteuil, le vin de Laon, puisqu'il y avait plein de vignes, le vin d'Amiens, etc., le vin du Sud. Et donc on a déjà une hiérarchie du vin. Mais une hiérarchie du vin qui ne se fait pas par rapport à la cuisine, qui se fait par rapport au goût et à la manière dont il est fabriqué. Il faut attendre le XVIIe, XVIIIe siècle pour commencer à avoir des auteurs qui nous donnent une hiérarchie du vin à table en nous disant qu'il faut boire à partir du plus léger au plus costaud et au plus sucré. Il faut surtout attendre le changement de service, l'abandon du service à la française et l'arrivée du service à la russe où les plats sont servis les uns après les autres pour commencer à imaginer qu'on puisse marier un vin avec un plat. Et c'est seulement le XXe siècle. Les accords mets et vins, on n'en parle que depuis le XXe siècle, pas avant. Ou alors, Brillat-Savarin parle d'un plat où il dit « ce plat, ça serait bien qu'on le boive avec un Bourgogne », mais c'est un avis personnel rare à cette époque, début du XIXe siècle. Vous voyez ? Donc là aussi, le vin, c'est plus compliqué. Mais le vin, par contre, est très présent dans la pratique culinaire. Le vin, dès le Moyen-Âge, on l'utilise pour faire la cuisine. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Rambourg. Merci. Parce que